Médias vivants. Partez à la rencontre de celles et ceux qui font l'information, avec des enquêtes données sur scène, depuis Marseille, jusqu'à vos oreilles. L'OM, le miracle des minots. Une enquête de Mourad Arts. Le 7 avril 1981, l'Olympique de Marseille est mort. Placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, le club, déjà tristement relégué la saison précédente en seconde division, s'apprête à licencier l'ensemble de ses joueurs professionnels qui n'étaient de toute manière déjà plus complètement payés, alors que des scellés vont être apposés sur les grilles à l'entrée du stade Vélodrome. Le lendemain, le 8 avril, dans les colonnes du quotidien local La Marseillaise, c'est en ces termes que Pierre Andréis, grande plume des sports, dressait alors l'oraison funèbre du club de tous les Marseillais. Je cite, « Cette chère vieille chose faisait partie du patrimoine de Marseille et sa disparition ne peut pas laisser indifférent. L'OM c'est fini, on en parle au passé. À ce moment-là, il fallait un miracle pour sauver le club. » Vous le savez sans doute, mais il a eu lieu ce miracle, puisqu'en 2023, l'OM existe toujours et continue d'être au centre de l'actualité sportive française. Entre-temps, en 1993, il a même trouvé le moyen de remporter la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, la Ligue des Champions. D'ailleurs, dans quelques semaines, au stade Vélodrome, il y aura de grandes festivités organisées afin de célébrer les 30 ans de cette fameuse victoire en Coupe d'Europe. Ce trophée rend si fière toute la ville de Marseille. Et pourquoi pas ? Par contre, on a rapidement oublié ce qui s'est passé avant, ce qui a rendu possible cette victoire en Coupe d'Europe, le miracle de 1981. C'est qu'à Marseille, on ne veut pas trop entendre parler de cette histoire, l'histoire noire de l'OM. Non, parlons plutôt de l'étoile de 1993, des stars, de ceux qui brillent. Comme si, au milieu de cette tragédie, ce miracle n'avait pas fait briller le club de la plus belle des manières et à une intensité folle. Ce miracle, il s'est matérialisé à travers un groupe de joueurs, une équipe de Marseillais qui a tout simplement sauvé l'OM et que l'on surnomme les Minots. C'est de cette histoire dont on va parler aujourd'hui. Pour moi, les Minots, c'est le foot à l'état pur. Et cette période-là, ces 6 matchs-là, c'est ça. L'image des Minots, c'est qu'on était tous des Marseillais. Et c'est ça qui a fait notre force, je pense. On ne l'a jamais fait pour l'argent. On l'a tout simplement fait pour l'honneur de notre ville. Quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de notre vie, on sera liés. Le club est descendu en deuxième division, il aurait fallu qu'il remonte cette année, il ne l'a pas fait. L'OM, c'est fini. Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé ce matin la cessation de paiement et la liquidation de biens de l'Olympique de Marseille. C'est l'histoire noire de l'OM en définitive. C'est l'histoire noire. D'abord, mon objectif numéro 1, c'est d'essayer de remettre une bonne ambiance au sein du club. Je suis obligé de dire que les choses ne pouvaient pas durer telles qu'elles étaient. Mais comment en est-on arrivé à cet état de mort clinique ce 7 avril 1981 ? Il y a d'abord eu la descente en D2 en juin 1980. À l'issue de la saison 1979-1980, et à la surprise générale, l'OM descend en deuxième division. À la surprise générale, car les observateurs s'attendaient plutôt à ce que cette équipe, notamment composée des internationaux français Marius Trésor et Didier Six, lutte pour les premières places. Mais la mayonnaise ne prend pas sur le terrain, c'est la gabégie dans les bureaux, et l'OM termine 19e sur 20 et est donc relégué en deuxième division. Catastrophe, car en plus de ça, la situation financière du club est déjà délicate. Cela fait des années que le club accumule des dettes à force d'acheter des stars qui ne donnent pas toujours satisfaction et de virer ses entraîneurs au premier mauvais résultat. À cette époque du foot, avant l'argent des retransmissions TV, Canal+ n'arrivera qu'en 1984, les budgets des clubs dépendaient grandement de la billetterie, qui représentait 60 à 80% de leurs revenus. Or, en D2, les Marseillais ne se déplacent plus pour voir cette triste équipe. En mars 1981, contre Tavo, au stade Vélodrome,
on ne compte ainsi que 1600 billets vendus dans un stade comptant 40 000 places. Où donc trouver l'argent pour faire tourner le club? Et pourquoi pas à la mairie? Après tout, les subventions locales étaient à cette époque la seconde source de revenus des clubs. Et à Marseille, encore plus qu'ailleurs, puisque le tout-puissant maire de l'époque, Gaston Defferre, aimait se décrire à l'occasion comme le maire de l'OM. Il faut dire que ce club de foot draine un capital de popularité incroyable dans toute la ville, et donc un potentiel électoral non négligeable. Mais Defferre ne se contente pas de distribuer l'argent. Il veut aussi avoir son mot à dire dans la gestion du club, dans la nomination des hommes, par exemple. En seconde division, l'entraîneur de l'OM est une pointure. Un peu sur la fin, certes, mais l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du football français, un certain Albert Batteux. Batteux, pour le resituer, c'est 2 finales de Ligue des Champions avec Reims contre le Real Madrid, 8 titres de champion de France de D1 à lui tout seul, des accomplissements avec les Bleus, bref, une pointure qui voulait déjà prendre sa retraite à l'époque. Qu'est-ce qui l'attire donc sur la Canebière à ce moment-là? Pour Pierre Andréis, le journaliste sport de la Marseillaise, c'est Gaston Defferre. Voilà ce qu'écrivait Andréis. Avec les subventions municipales, l'OM et ses dirigeants avaient mis le doigt dans un engrenage qui, au fil des mois, fit du maire le président occulte du club. Au gré de ses amitiés et des deniers municipaux, il faisait et défaisait le club, exigeant l'allégeance et allant jusqu'à imposer un entraîneur de luxe, Batteux, à un moribond. Avant la liquidation, il y a donc le président occulte du club. Mais il y a aussi le président officiel, Christian Carlini. Un voyagiste arrivé à la tête de l'OM au terme d'une OPA lors d'une assemblée générale houleuse. Pour situer le personnage, a posteriori, en 2021, dans la Provence, il déclarait que son entreprise de voyage donc, faisait à l'époque 17 milliards de chiffre d'affaires. Mais il disait aussi ceci: « Je suis entré à l'OM en Ferrari. J'en suis sorti à Solex. C'est la vérité. Et encore, en le poussant sous la pluie parce que j'habitais en haut de la résidence Les Alpilles. » Christian Carlini se débat comme il peut pour maintenir le club à flot à l'échelon inférieur. Mais il ne cache jamais la difficulté de la situation. Il déclare même publiquement ne plus avoir suffisamment d'argent dans les caisses pour payer l'électricité du stade Vélodrome. Pire encore, Defferre amplifie la pression avec sa subvention. Il demande à Carlini d'enfin faire le chèque de 2 millions de francs que Carlini s'était engagé à faire lorsqu'il avait repris l'OM, s'il veut que Defferre verse sa subvention à l'OM. Apparemment, Carlini ne peut pas faire ce chèque. Mais on lui souffle une idée. Il y a des amoureux de l'OM au Venezuela. Il est sollicité par des investisseurs corses installés au Venezuela, soucieux d'investir dans l'OM, pour l'amour de l'OM, des millions de bolivars, la monnaie locale. Il s'envole même aux Antilles pour tenter d'aller récupérer ces bolivars. En vain. Le tribunal de commerce perd patience. La mairie ne verse pas sa subvention, et c'est ainsi que le couperet tombe. Le 7 avril 1981, l'OM est déclaré incapable de rembourser ses créanciers. Officiellement, et sans prendre en compte la dette fiscale, il y aura un passif de 8 millions de francs en juin 1981. Au total, en prenant en compte la dette fiscale, on parle d'un montant de 15 millions de francs. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le budget moyen d'un club de première division est estimé aux alentours des 10 millions de francs. L'OM n'est plus un club de première division, n'a plus de spectateurs, doit composer avec un maire qui déclare ne plus pouvoir continuer à gâcher l'argent des contribuables marseillais et un président fantasque dans lequel personne ne fait confiance. Bref, ça ne pouvait plus durer. Pour terminer de vous présenter ce club si particulier à l'époque, mais toujours aujourd'hui, je vous demande d'accueillir un historien de l'OM, l'auteur de l'encyclopédie de référence sur l'Olympique de Marseille, M. Gilles Castagno.
Bonjour Gilles. Bonjour. Avec la présentation que je viens d'en faire, on pourrait penser que Christian Carlini a le profil de coupable idéal pour expliquer seul le désastre financier dans lequel se trouve l'OM en 1981, mais il est loin d'être le seul responsable, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Pour bien comprendre ce que vous a raconté Mourad, il faut, je pense, revenir au printemps 1979. Parce que au printemps 1979, l'OM termine une saison ratée à la 12e place du championnat, et avec une dette estimée à 4 500 000 francs à l'époque. À cette époque-là, l'OM est encore ambitieux, et cette dette-là ne préoccupe pas les gens, ni le public, ni la mairie, etc. La preuve en est que Gaston Defferre augmente sa subvention de 500 000 francs. Les joueurs que l'OM veut recruter s'appellent Michel Platini, Johnny Rep, Ariane, qui était un international néerlandais, tous les deux derniers. Bien entendu, ils n'auront pas ces joueurs. Ils se rendent même au Brésil. Bernard Genestar, qui était l'impresario de Michel Platini, se rend même au Brésil avec l'entraîneur Jules Zunca pour essayer de recruter un joueur. Celui qui remarque le plus, il s'appelle Zico. Donc, bien entendu, ils n'auront pas les moyens de l'acheter. On va peut-être pour les gens qui ne sont pas spécialement fans de foot, il faut bien comprendre que Platini et Zico, c'est 2 des 5 meilleurs joueurs de la décennie des années 80. Ouais. Comme d'habitude, l'OM vise bas, quoi. Voilà. Et donc, cette date-là n'inquiète personne, en fait. Donc, il y a 2 joueurs qui partent du club en 79, qui sont 2 arrières latéraux, François Bracci et Michel Bollier. Et ces 2 joueurs ne vont jamais être remplacés. Donc, le club va racheter Henri Zambelli, qui est un défenseur central international espoir, va racheter ensuite Temim, qui est un très grand joueur tunisien, mais qui n'a jamais été professionnel, et va racheter un peu plus tard Philippe Piet, qui est un international espoir, mais milieu de terrain. Donc le recrutement est fait un peu en dépit du bon sens. Il faut savoir donc Gaston Defferre a toute confiance dans les dirigeants de l'époque. 79. Voilà, en 79. Le club était organisé ainsi. Il y avait un comité directeur qui était présidé par René Gallian, qui était une grande figure du club, et un comité de gestion donc, qui gérait l'équipe professionnelle, qui était sous la houlette de Norbert D'Agostino. Très rapidement, Jean Sadoul, qui était le président du groupement. Le groupement, c'est un peu la ligue de football professionnel. Qui était la ligue d'aujourd'hui. Donc, envoie quelqu'un pour faire un état des lieux du club, et cette personne qui fait un audit déclare que le club est en mesure de recruter. Donc comme je dis, il n'y a aucune inquiétude de la part des instances et de la mairie. Donc tout va bien. Il y a un peu... Pas tout va bien, mais on sait qu'il y a un déficit, mais bon... Ça inquiète personne, voilà, comme souvent à l'OM. Voilà. Et donc le championnat commence. Donc il y a déjà une tournée qui se passe à La Réunion et qui se passe très mal, parce qu'il y avait une boîte de nuit en dessous de l'hôtel. Et ensuite, le championnat commence. Première journée, l'OM reçoit Brest et gagne 3-0. Il se retrouve premier du championnat. On joue le titre. Très bien, voilà. Deuxième journée, l'OM perd au Parc des Princes, mais d'un but d'écart, 4-3. Bon. Ça n'inquiète encore personne. Troisième journée, c'est Saint-Étienne qui vient, le favori du championnat. Il y a encore une défaite, 5-3. Ça n'inquiète encore personne, sauf que Temim commence à dire qu'il a été mal accueilli, qu'il n'est pas bien vu au sein de l'effectif. Et la 4e journée, ils perdent 5-0 à Nancy. Donc là, ça commence vraiment la dégringolade. Et donc, cette dégringolade, donc, le président D'Agostino, donc, du comité de gestion, ne sait plus comment faire pour endiguer ceci. Donc il fait appel à Bernard Bossier en tant que directeur sportif. Bernard Bossier, qui est un ancien grand joueur, qui a joué à l'Olympique de Marseille. Et ça va être une catastrophe parce que Bernard Bossier est ami avec René Gallian, mais pas avec D'Agostino. Enfin, il va y avoir tout un tas de choses qui vont précipiter la chute du club. Voilà, c'est une chute. Les prémices sont mauvaises. Voilà. On tombe petit à petit. Là, c'est mauvais au niveau sportif. Le 9 novembre, devant la situation qui s'empire, il y a le comité directeur et le comité de gestion qui démissionnent, tous en bloc, et qui décident d'organiser des élections, une assemblée générale qui sera organisée le 7 décembre. Et c'est à cette assemblée générale que Christian Carlini est élu. Voilà. Alors, l'élection de Christian Carlini est folklorique, comme ça a été dit tout à l'heure, parce qu'il propose 1 million de francs. Donc,
ça plaît à tout le monde. Finalement, les autres, ils disent, bon, ben, il est prêt à proposer 1 million, ben, pourquoi ne pas aller plus loin? Alors, il propose 1 million plus les voyages offerts, puisqu'il est voyagiste. Donc, les déplacements, ça se monte à peu près à 400 000 francs, qui est une somme quand même importante pour l'époque. Finalement, il arrive, on lui fait monter à 2 millions, plus 3 millions, et il arrive avec 3 millions plus 400 000 francs. Et il fait un chèque de 3 millions. Sauf que ce chèque, il le met dans sa poche. Parce que comme il est élu président, ben, il le fait au président. Et le lendemain, première chose qu'il fait, ben, il déchire le chèque. Il déchire le chèque et il dit je ferai un chèque d'1 million dès le 3 janvier et les 2 autres millions, ce sera un prêt. Voilà. Donc on est dans cette situation-là. Donc ça, c'est le 7 décembre. Et le 7 décembre, à ce moment-là, on s'aperçoit que la dette n'est plus de 4,5 millions, mais aux alentours de 10 millions, donc 4 millions de dette fiscale. Le 24 décembre, quand la dernière journée de championnat, avant la trêve, arrive, il n'y a plus de match jusqu'au 20 janvier, et donc plus de rentrée d'argent. Donc il est obligé de faire des chèques à son nom. En février, les résultats s'empirent. L'entraîneur est viré, c'est Jules Zenka qui est remplacé par Jean Robin. Tout le monde pense à Marseille que l'OM va se sauver, parce qu'on est l'OM, alors on peut pas descendre. Il y a des grands joueurs, etc. Voilà, donc c'est un peu ça, la situation. Il y a un déficit, mais c'est pas grave. On a des mauvais résultats, mais on est l'OM, c'est pas grave. Rien n'est jamais grave jusqu'à la liquidation judiciaire, quoi, en fait. En fait, dès janvier, Christian Carlini parle de dépôt de bilan possible si on lui demande de payer tout ce que l'OM doit. Et il ne peut pas faire face à ces échéances. Donc, il va voir des gens à la mairie, il rencontre souvent Gaston Defer, et il ne trouve pas de solution. Et en mars, donc, il a une idée. Donc, Christian Carlini s'adresse au tribunal de commerce pour aider le club, pour mettre en place, comme une société classique, un plan de sauvegarde. Et le tribunal de commerce se déclare compétent. Donc, ce qui irrite très fortement le groupement, parce que le groupement veut que tout ce qui concerne le football, ça reste à l'intérieur du milieu du football. Donc, hors de question de faire appel à un tribunal de commerce. Donc, le tribunal de commerce se déclare compétent. Par contre, en se déclarant compétent, qu'est-ce qu'il fait? Il nomme un administrateur, qui s'appelle Maître Nespoulos. Donc, cet administrateur-là, c'est lui qui va gérer le club. Donc en fait, Christian Carlini est président, mais il a juste le titre. Il lui interdit de faire la publicité pour le club, il lui interdit de se présenter en tant que patron du club, puisque maintenant, il n'a plus aucun pouvoir. Donc lui, il se retrouve complètement bloqué, il ne peut plus prendre de décision, mais en même temps, Gaston Defer lui impose de prendre un entraîneur de grande renommée pour justement continuer à payer sa subvention. Voilà, donc voilà, vous pouvez le voir, Christian Carlini a vraiment la tête du coupable idéal, mais il n'était pas très bien entouré. Et justement, tu as commencé à parler un petit peu, parce qu'il y a les présidents de club, mais on voit aussi que la mairie a un vrai pouvoir à cette époque. Et puis, il y a l'importance aussi pour le football français. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'Olympique de Marseille était si important financièrement en 1981 ? Mais l'Olympique de Marseille était le seul club qui attirait les foules, parce que c'était un club de stars, un club de vedettes, un club où il se passait toujours quelque chose. Au niveau financier, ça représentait à peu près 15% du budget total du football français. Donc c'était quelque chose d'énorme. Donc il faut dire que 15%, sachant qu'il y a 18 clubs à l'époque en première division, donc l'OM représente beaucoup plus que sa part. Voilà, beaucoup plus que sa part. Il y avait des clubs stars, enfin des clubs plus performants. Plus performants, c'était Saint-Étienne et Nantes pendant les années 70. Mais par contre, c'était pas des clubs qui attiraient, c'était plus un collectif. Alors que l'OM, c'était des vedettes. On parlait, il y avait l'OM et un peu plus tard le Paris Saint-Germain, au milieu des années 70, qui aussi accueillait des vedettes. Merci beaucoup, Gilles. Je vais vous laisser regagner votre place. Il faut sauver le soldat OM. Il est déjà trop important pour le maire, trop important pour le football français, comme on vient de le voir. Les instances locales et nationales se mettent alors en ordre de bataille pour tenter de d'abord contester le jugement du tribunal de commerce, puis demander un étalement du paiement de la dette. Le maire mouille également la chemise. Une fois débarrassé de Carlini, si un plan de sauvetage est échafaudé, il accepte d'enfin lâcher sa subvention. La situation économique et administrative semble résolvable. Problème, il y a aussi une situation sportive. Bête pour un club de foot, mais il reste 6 matchs
de deuxième division à jouer. Et on n'a plus personne pour les jouer, puisqu'Albert Batteux et ses joueurs ont été licenciés dans le cadre de la liquidation judiciaire. Le règlement est clair. Si ces matchs ne sont pas joués, si aucune équipe n'est présentée, ces matchs seront déclarés forfaits. Et si ces matchs sont déclarés forfaits, aucune existence administrative n'est possible pour le club qui déclare forfait pour l'ensemble de la saison. Il faut jouer ces matchs, donc, et il faut bien les jouer même, parce qu'il existe même un petit risque de descente en 3e division si une équipe est bien présentée, mais qu'elle ne remporte aucun point sur ces 6 rencontres. Une descente en 3e division condamnerait définitivement tout plan de sauvetage qui tente d'être mis en place. C'est dans cette ambiance de fin de l'Empire romain que les dirigeants se souviennent qu'ils ont depuis quelques années un centre de formation. Un centre de formation où il y a des jeunes joueurs. Ils ne pourraient pas nous les jouer, ces matchs-là, ces jeunes joueurs. Ils ne sont même pas si mauvais que ça, ces jeunes. Ils ont même remporté quelques compétitions dans leur catégorie d'âge. Ils pourraient au moins faire illusion sur ces 6 rencontres. C'est un peu l'ambiance au départ. La réalité va être beaucoup plus belle et c'est là que va réellement débuter la légende des Minots, comme on va le voir. Ils pensent tous qu'on est des petits jeunes et qu'ils vont nous impressionner. Et là, ils tombent de haut, ils tombent tous de haut. C'est là qu'ils ne comprennent plus, quoi. Quand vous êtes fort comme ça, collectivement, vous pensez que vous êtes invincible. C'était vraiment puissant. Le mot crainte des gueux, c'était ça, l'équipe des Minots. On craint vraiment des gueux. La rage de vaincre a prévalu, mais dans les tribunes, certains exaltés ont déjà confondu violence et passion. Vous savez, comme on dit, il y a des lions, il y a des gazelles, il y a des brebis. Nous, on était tous des lions, tous. C'était la mentalité des mecs, quoi. Pour aller à la guerre, c'était pas les derniers, quoi. Sur le terrain, d'entrée, c'est faire comprendre qu'ils étaient chez nous, qu'on était à Marseille, qu'on était à Marseille, que c'est nous qu'on a gagné. Voilà. De toute façon, maintenant, on s'attend à des rencontres toujours aussi dures et de plus en plus dures. Pour un minot de Marseille jouer à l'OM, c'était quelque chose de fabuleux, quoi. Et ces minots qui ont joué avec le maillot de l'OM, on a la chance d'en avoir 2. Donc je vous demande d'accueillir pour parler de ces 6 matchs Roland Gransart, l'entraîneur de cette équipe, et Christian Caminiti, le capitaine de cette équipe. Bonjour ou bonsoir à tout le monde. On est déjà très content d'être ici. C'est nous qui sommes très contents de vous recevoir. On va commencer avec toi, Roland, puisqu'en 1980, tu n'es plus vraiment joueur de foot professionnel, mais tu n'es pas encore entraîneur. Est-ce que tu peux nous expliquer où tu en étais à 27 ans dans ta vie professionnelle, février-mars 81 ? Personnellement, j'ai très mal vécu la descente, parce que j'étais à l'intérieur, parce qu'il s'est passé des choses invraisemblables. Un groupe composé d'internationaux, de super joueurs, et qui sur le terrain et dans le quotidien, ne correspondaient pas à ce que j'appelle des champions. Donc moi, très rapidement, j'ai pris la décision que si le foot c'était ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai décidé de ne plus jouer. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire à 27 ans, etc. Et il y a un dirigeant, M. Seta, qui m'a proposé d'être éducateur, mais en équipe XY, quoi. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas, par rapport à ce que j'avais vécu, de transmettre d'autres choses. Donc tu es éducateur à ce moment-là, quand il y a la liquidation judiciaire. Exactement. Et comment on te demande de devenir entraîneur principal ? Alors déjà, M. Batteux, très régulièrement, il venait me voir, il me dit « on a besoin de toi ». J'ai dit « non, c'est fini ». Ils n'arrivaient pas à admettre que je ne voulais plus jouer. Donc je suis, pour l'anecdote, je suis sur le terrain de l'Uvonne qui n'existe plus, qui était le cœur de l'Olympique de Marseille. Arrive M. Robin, qui me dit « on t'attend au Vélodrome ». J'ai dit « moi, on m'attend au Vélodrome, pourquoi ?» Donc on part dans sa voiture, une vieille 104, et il me dit « je sens que tu vas être l'entraîneur ». J'ai dit « Monsieur Robin, l'entraîneur, ça va être vous.
moi, si vous voulez, je vous fais l'entraînement, mais entraîner, c'est pas question. J'ai 27 ans, vous avez un passé, etc. Il me dit non, vas-y. Et on arrive au feu rouge de Saint-Ginier, je ne le sentais pas le coup. Hein. Et j'arrive, il y avait M. Sadoul, les représentants de la mairie, les représentants du groupement, de la Ligue, enfin, et des institutionnels marseillais. Donc je rentre, et M. Sadoul, il me regarde, il me dit, voilà, alors petit, il faut que tu nous assures 3 points pour ne pas descendre. Et moi, je suis comme ça, et je le regarde, et je dis, ça, je ne peux pas vous l'assurer. Donc il y a un froid. Je dis, par contre, je peux vous assurer qu'on va essayer de tous les prendre. Alors il me dit, bon, ben ça va, tu peux nous laisser. Donc, je ne sais pas ce qu'il se raconte. Il me faut revenir, il m'a dit, bon, tu es l'entraîneur pour les 6 matchs. Et ça part comme ça, je retourne à Luvonne. Et tu vas retrouver Christian. Alors avant de revenir en avril 80, puisque j'ai présenté un peu ces jeunes qui étaient de manière un peu, on va dire, très très modeste. Mais il faut quand même dire que vous aviez gagné pas mal de choses, et notamment la Coupe Gambardella. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la Coupe Gambardella, c'est la compétition la plus prestigieuse pour les équipes de jeunes. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous aviez déjà fait, ce que vous aviez déjà gagné, l'historique que vous aviez en commun dans ce groupe de joueurs? Bon, cette équipe, il y a certains joueurs qui ne faisaient plus partie de l'équipe des Minots et donc de vainqueurs de la Gambardella. Mais il y avait toujours une âme qui enflammait cette équipe parce qu'on était tous des quartiers de Marseille. Mais vous aviez déjà donc gagné quand même la Gambardella et le championnat de France cadet aussi, et fait une finale, et n'était pas très loin aussi de remporter la Gambardella une 2e année. Aussi, oui, parce que la génération d'après était aussi assez méritante, même très méritante. Malheureusement, il ne la gagne pas. Mais il y avait une particularité, c'est que ces joueurs-là, étaient animés par une éducation que l'Olympique de Marseille nous donnait. Il y avait vous voyez ce geste que tous les joueurs font lorsqu'ils embrassent l'écusson du club. Nous, personne ne l'a fait. On n'avait pas besoin de le faire parce que ça coulait de source, quoi. Donc on a réussi à le faire en catégorie de jeunes, ce qui a permis à certains joueurs de ces groupes-là de participer aussi aux entraînements des professionnels. Et voilà, et même certains d'entre vous aviez même signé un contrat pro. Et parce que j'ai dit que tous les pros avaient été licenciés, mais en réalité, pour continuer, il y avait une obligation, c'est que 2 pros restent. Et ces 2 pros, ça va être Michel Castellani, qui se trouve là-haut avec le maillot du Haric, et moi-même. Voilà, qui aviez déjà signé un contrat pro. Voilà, parce qu'on était les plus âgés de ce groupe-là. Et comment ça se passe? Comment on vous demande de rester à l'OM dans un club en liquidation judiciaire? Normalement, on hésite un petit peu. On voit l'entreprise est en liquidation. On se dit, bon, je vais peut-être aller tenter ma chance ailleurs. Bien, ça s'est passé un petit peu comme Roland. Peut-être pas dans une voiture, mais à l'entrée des bureaux et de la salle des trophées. C'est M. Robin et M. Seta qui sont venus me dire, bon, Christian, tu restes avec nous? J'ai dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et je crois que Michel, ça a été la même chose, mais aussi simplement. Et on ne s'est pas posé de questions de dire la carrière, le salaire, mon ego, quoi que ce soit. C'était naturel. Ouais, tu veux jouer à l'OM? Bah oui. Bah ouais, voilà. Il faut dire qu'il y a 2 joueurs qui n'ont pas voulu rester. Voilà, qui n'étaient pas des minots. Qui ne sont pas devenus des minots. Voilà. On va voir le calendrier. Tu peux garder le micro, Roland. Donc, ça, ce sont les 6 matchs au programme. Donc, on vous demande de prendre 3 points. Savoir que la victoire, à l'époque, c'était 2 points. Donc, ça fait 2 points. Il faut faire une victoire et un nul. Et vous allez faire un petit peu mieux, comme on va le voir, puisque vous n'allez perdre aucun match. Vous allez gagner 3 matchs et faire 3 nuls. Comment ça se passe un peu, ces 6 matchs? Comment c'est de diriger une équipe avec que des jeunes? Le plus important, évidemment, c'est le premier. La chance, c'est qu'il y avait une petite trêve de 10 jours entre l'annonce de la liquidation et le premier match.
Donc il s'est passé beaucoup de choses en coulisses, etc. Puis nous, on s'est entraînés, on s'est préparés à faire ce premier match. Donc ils étaient on était tous remontés, parce que là j'ai rejoué. On était tous... Là, ça va, tu as retrouvé l'amour du football. Exactement, sur d'autres valeurs. Et donc tout le monde était bien concentré. Et le match, il se déroule comme on aurait pu l'écrire, c'est-à-dire ambiance feutrée, beaucoup de scepticisme dans les tribunes, un peu qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont être mangés. Et puis nous, sur le terrain, au fur et à mesure, on a enclenché les choses et on a pris le public, quoi. Donc le public, si vous avez vu les images, presque à un moment donné, il va rentrer sur le terrain pour je ne sais quoi. Et on a le bonheur de marquer à 5 minutes de la fin. Par Michel Castellani, qui est l'un des deux pros qui reste. Donc ça finit en apothéose et ça lance l'épopée, quoi. Ouais, Christian, tu peux nous parler un peu de l'ambiance qu'il y avait pour le dernier de ces 6 matchs face à Montpellier. Montpellier, donc, qui est une équipe... qui était une équipe qui allait monter, une belle équipe, et vous vous êtes déjà sauvé, vous le savez. Oui. Et là, par contre, il y a beaucoup plus de monde. L'ambiance, elle est différente, parce que comme l'a dit Roland, contre Grenoble, il y a un peu de scepticisme. Là, il n'y a plus de scepticisme. Il n'y a plus de scepticisme, mais l'affaire n'est pas conclue quand même, parce que, au niveau administratif, tout est à faire. Et nous, notre avenir, en fait, à l'époque, la saison se termine au dernier match. Et traditionnellement, un match, 2 jours après, tout le monde part en vacances, quoi. Donc là, on était vraiment on ne savait pas ce qu'on allait devenir, même à la fin de ce match-là. Mais enfin, le stade, lorsqu'on est rentré dans le stade, on savait qu'il fallait terminer en beauté et ne pas penser à la suite. Parce que si il avait fallu penser à la suite, on aurait tremblé tout le long du match, quoi. Et donc, on a démarré ce match-là. C'était une journée très ensoleillée. C'était magnifique. Il y avait du monde. Il y avait une ambiance de feu. Et surtout, on est rentré dans l'idée de vouloir gagner à tout prix ce match-là. Montpellier était premier. Ils étaient sûrs de monter. Mais ils avaient des joueurs intéressants. Ça a été un vrai match. Et ça a été un vrai match. Ça a été un vrai match parce qu'ils ne nous ont pas fait de cadeaux. Et on se souvient encore des combats qu'il a fallu faire. Le seul cadeau qu'il y a eu, c'est que Nicolin, il a laissé sa part de la recette. Ah. Non, mais c'est très important, oui. Parce que l'OM était vraiment... on parlait de plusieurs dizaines de milliers de francs, et l'OM était vraiment au centime près à ce moment-là. Oui, oui. Alors, en tant que joueur, moi, avec le temps, ma mémoire, ça me nuise, mais... j'ai la sensation d'un match très difficile, malgré tout, malgré le score que l'on affiche. Il y avait des joueurs très importants, ça allait vite, mais Roland nous libère aussi, je crois, à un moment donné, d'une belle frappe sur un coup franc. Ah ouais, il avait encore de beaux restes. Et alors après, l'enchaînement des buts, je ne m'en souviens plus vraiment, puis c'est l'émotion. Et à la fin, on finit par un 3-1, et c'est la liesse générale dans le stade. Donc là, on éclate tous comme des enfants, quoi. Et puis, c'est le tour d'honneur, des fleurs, je ne sais pas ce qui se passe, et c'est la joie, quoi. Il y a un vrai enthousiasme, alors qu'il n'y en avait plus du tout. L'OM était en train de mourir depuis des mois, des années, et là, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Alors juste, le lendemain du match, j'appelle M. Sadoul. Donc c'était le président du groupement. Je dis voilà, la mission est terminée pour moi. Je quitte, la place est libre. Et dans l'instant, il me dit enlève-toi ça de l'idée, ça va être toi l'entraîneur. Ah. Et il me dit avec tous les pouvoirs. Avec mes 27 ans et demi, entraîneur de l'OM, et par derrière tous les pouvoirs, quand je vois les dirigeants, il faut trouver la bonne posture encore. Et oui. Parce que sportivement, le club est sauvé. Financièrement, on est en train de négocier un accord pour étaler la dette. Et puis, il y a un nouveau duo dirigeant qui arrive, Carieux-Cuny.
Exactement. Comment ils te sont présentés? Jean Carieux, donc c'est un entrepreneur local, et Claude Cuny, c'était le fondateur de l'AS Nancy-Lorraine. Alors, il y a eu un petit intermède avec M. Benoît, qui était dirigeant de Sochaux, qui est venu faire un audit, etc. Puis au bout d'un mois, il me prend et me dit « Marseille, c'est pas fait pour moi ». Donc, il repartait en Franche-Comté et arrive un peu plus tard M. Cuny, qui avait créé Nancy, etc., et qui s'installe dans les bureaux et que voilà, quoi. Tu es censé avoir les pleins pouvoirs, donc comment ça se passe avec eux? C'était délicat parce que, ils voulaient prendre la main sur les joueurs, et les joueurs, ils n'acceptaient pas. Donc, ça revenait toujours vers moi, et ils me disaient, tes petits cons, là, pour qu'ils se prennent, parce que moi, j'ai fait Nancy, j'ai dit, les petits cons, ils jouent pour rien, ils se défoncent, ils font gagner des matchs, respectez-les, quoi. Donc, il y avait des grands silences entre nous deux. Des très grands silences. Mais c'était pas sain comme situation, parce que c'était moi qui décidais, quoi, de leur maintien ou pas dans l'effectif, du choix des éventuels joueurs qui auraient dû venir. Mais bon, après, c'est comme Brel, hein, tu as vu le voir Vesoul, et on a vu Honfleur. Il est arrivé des joueurs qui ne correspondaient pas, quoi. Gentiment, je lui disais, ça ne va pas le faire avec un tel, il n'y a rien pour lui. Et donc, au bout d'un mois, ouais, tu les aimes pas, tu préfères tes amis. Je dis, mais on n'est pas dans l'amitié, là. Là, on est dans des exigences, etc. Donc, à ses yeux, j'étais mort d'entrée. Il a attendu 3 ans et demi, quand même. On va y revenir un peu plus tard. Christian, grâce à vous, donc grâce aux dirigeants du foot local et national, le club est sauvé, presque sauvé, et peut repartir au moins la saison suivante. Il n'y a plus d'argent, on repart dans l'austérité avec votre équipe, donc, et dans un premier temps, ça ne se passe pas trop mal. Donc, si tu peux nous décrire un petit peu, en tout cas, les premiers mois de la saison 81-82. Oui, enfin déjà, ça a été la transition. On n'a pas pris de vacances, donc parce qu'il fallait savoir ce qui allait vraiment se passer. Et donc, on était sans arrêt présent au club et on voyait arriver donc M. Cuny. Et quand on a regardé ses pieds, il avait des Rangers. Pour un dirigeant de football avec des Rangers et une attitude un petit peu sévère, on savait à quoi s'attendre, quoi. On ne demandait pas d'être au club méditerranéen, mais là, on voyait déjà le type de personnage avec qui on allait avoir affaire, quoi. Et il est arrivé quand même avec un sourire et il nous a regardé avec bienveillance, mais un petit sourire en coin. Et en comprenant que peut-être, comme il avait vécu une grande époque avec Nancy-Lorraine, avec Platini, Rouillet et tous les grands joueurs de l'époque, il allait faire de nous, vite fait, son quart d'heure, quoi, hein, son petit 4 heures, il allait nous croquer et peut-être passer à autre chose. Et surtout, je crois qu'il ne croyait pas en nous et sur la suite à donner sportive du club. On a repris les entraînements. Après, nous, on est sortis de cet aspect administratif, les couloirs et les bureaux. Alors, en tant que capitaine, il m'y a invité une fois pour savoir si ça se passait bien l'entraînement. Répondre oui, ça se passe bien. Non, il n'y a pas de souci, tout se passe bien. Et Roland, Roland aussi, ça va bien. Et ça va bien? Oui, ça va bien, M. Cuny. Bon, allez, la seule chose, c'est que c'est pas le fait d'avoir dit quelque chose à l'intérieur du bureau qui était important. C'était de m'y faire rentrer dedans. Et les gens qui étaient à l'extérieur, de me voir rentrer à l'intérieur. Alors, à l'époque, il y avait une sonnette, il y avait un truc, clac, la porte s'ouvrait automatiquement et on rentrait. Et c'était la grotte là, de tous les fantasmes, quoi. Hein, bon. Et en fait, quand on en ressortait, les gens, ils regardaient un petit peu la figure que nous avions, si on avait le sourire, si on avait la tête en bas ou quoi. Et ça, c'était pas vraiment bien parce que il a dû faire ça le même coup à plusieurs joueurs, ce qui augurait de la zizanie qu'il voulait créer entre nous. Et ça n'a pas marché.
En résumé, il n'a rien compris. Il n'a rien compris à Marseille, il n'a rien compris au fonctionnement de ce groupe à l'OM. Simplement, on attaque la saison, on fait 18 matchs sans défaite. 18 matchs. Le 19e, on perd chez nous contre Nîmes 3-1. On rentre, on a été évidemment déçus. Il se met dans l'embrasure de la porte et dit « Maintenant, je vais pouvoir rentrer dans le lard. » Et là, tu te dis « On ne mérite pas ça. » Merci à tous les deux. Merci. Malgré cette situation avec ces nouveaux dirigeants, le stade Vélodrome se remplit à nouveau. Le symbole de ce réveil, c'est ce match de la 13e journée de D2, le 16 avril 1981, un choc face à Toulouse, au Vélodrome, 6 mois après l'annonce de la liquidation judiciaire. Plus de 40 000 spectateurs, la presse marseillaise 40 000, 45 000, c'est à peu près la même chose. Mais plus de 40 000 spectateurs, 40 635 exactement, garnissent les tribunes de l'enceinte du boulevard Michelet pour cette rencontre. L'OM est toujours en D2, mais l'OM est ressuscité. Les Marseillais aiment cette équipe, ils aiment leur équipe. Ils vont même lui donner un surnom qui va être immortalisé en chanson. On va écouter ça tout de suite, les Minots. Mais les mauvaises habitudes, on la vie dure à l'Olympique de Marseille. Et comme l'ont dit Roland et Christian, vous avez beau avoir sauvé le club, aucun cadeau ne vous sera fait. Nos Minots ne montent pas en D1 à l'issue de leur première saison complète en 1981-1982. Un très bel exercice, mais qui ne s'achève qu'à la 3e place, alors qu'à l'époque, pour remonter en D1, il fallait terminer premier de son groupe de D2. Ils ont donc cependant ravivé l'enthousiasme, recréé l'espoir à l'OM. Et il y a le duo Carieux-Cuny, qui réussit tout de même de très belles choses au club, au niveau administratif, au niveau économique. Mais les Minots, ce n'est pas tout à fait la réussite de ce duo-là. Bien oui, parce que lorsqu'on est à la tête de l'OM, on veut que l'équipe porte sa marque, que l'on puisse parler de l'OM de Carieux, de l'OM de Cuny, comme on a pu parler dans les années 70 de l'OM de Leclerc et comme on parlera dans les années à venir de l'OM de Tapie. Comme l'a dit Roland, lorsqu'ils perdent leur premier match, le manager général Claude Cuny est ravi de cette situation et ça augure de la suite. La suite, c'est 2 joueurs qui vont être immédiatement sacrifiés à l'issue de la saison. 2 joueurs, 2 Minots. Le premier, ça va être François Lapinta, attaquant de cette équipe qui est là depuis le début. Le second, peut-être encore un peu plus symbolique, c'est l'un des 2 pros qui est resté pour sauver le club, sans lequel le club n'aurait pas pu être sauvé. Le premier buteur de cette aventure, Michel Castellani. On leur demande de s'en aller. La saison suivante est encore plus compliquée. Le stade Vélodrome est en rénovation en vue de l'Euro 1984. Il y a encore moins de moyens. L'OM termine encore 3e. C'est l'ailier Marcel De Falco que l'on pousse cette fois-ci vers la sortie. Aucun de ces joueurs ne voulait partir. Lors de la saison 1983-1984, enfin, de vraies grosses recrues arrivent. François Bracci derrière, Paco Rubio au milieu, Olarevic et Boubacar devant. L'ossature est toujours formée par les Minots, mais cette équipe est réellement renforcée. Elle remonte en première division à l'issue de la saison. C'est la liesse dans toute la ville, dans tout le club. Et les Minots sont encore une fois vite ramenés à la réalité. Car qui dit retour en D1, dit retour aux bonnes vieilles habitudes à l'OM. Peu importe ces mecs qui ont sauvé le club, ça va, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Il faut tout d'abord recruter et vite, maintenant que l'on retrouve un budget un peu plus décent. Donc plus de place pour les Minots. L'OM redevient l'OM, recrute même quelques stars ou pseudo-stars,
comme Laurie Cunningham, par exemple, le regretté Laurie Cunningham, international anglais en provenance du Real Madrid, ça vous impose quelque chose. Ou Chen Laling, ailier gauche, passé lui par le grand Ajax Amsterdam. Malheureusement, malgré leur CV ronflant, aucun de ces deux joueurs ne va laisser un grand souvenir à Marseille. Ajoutez à ça Hervé Flack, Jean-Pierre Bade, Éric de Wilder, Jean-Louis Zanon et Bernard Zégnier, il n'y a plus de place pour les minots. Enfin, il pourrait y en avoir une, mais on favorise plutôt les recrues du président. C'est celui qui était jusqu'ici plutôt un allié dans ce duo des minots, Jean Carieux, qui veut devenir omnipotent, créer sa propre équipe. Même son binôme, Claude Cuny, en 1984, est remis en cause, poussé vers la sortie. Carieux va précipiter la fin de ce qu'il reste de l'équipe des minots, de l'aventure des minots. Commencé par Roland Gransart, cet homme devenu entraîneur par la force des choses qui a conduit, qui a guidé toute cette génération vers la reconstruction du club viré. Au bout de la 10e journée, une petite défaite à Bastia, 1-0, mais on est l'OM, donc on doit gagner tous les matchs. Rien n'est laissé au passage, même si on remonte juste en D1. Un président omnipotent, la folie des grandeurs sur le mercato, un entraîneur viré, l'OM retombe dans ses travers. Et c'est bien sûr les minots qui vont en faire les frais. Pour analyser cette saison du retour au n'importe quoi, je vais vous demander d'accueillir mon dernier invité, celui qui était milieu de terrain lors de cette saison du n'importe quoi, mais aussi milieu de terrain dans l'équipe des minots, Jean-Charles Debonneau. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Charles. Alors, pour resituer un peu le joueur que tu as été l'un des piliers de cette équipe des minots. Pendant un peu plus de 3 saisons, donc les 6 matchs de 81, tu les fais tous titulaires, et tu prends aussi part à 31 des 36 matchs de la saison de la montée, et presque toujours en tant que titulaire. Donc, quel est un peu ton état d'esprit lors de la saison 1983, lorsqu'elle s'achève, la saison 1983-84, vous remontez, tu t'apprêtes à disputer la saison 84-85. Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Un petit peu moins bien, parce que je perds mes amis, les minots, parce que ce ne sont pas des camarades, ce sont des amis, on a tout vécu ensemble, tu l'as retracé, Mourad, et je me dis qu'on arrive dans la cage au lion. Là, on voit le président Carieux avec Claude Cuny qui, comme tu l'as cité, fait venir des joueurs de première division, des joueurs renommés au départ, Cunningham avec Tchelaling, qui sont des internationaux. Zégnier, qui était un joueur aussi qui avait joué en équipe de France et qui avait été champion de France, je crois, avec Bordeaux. Donc voilà, c'était déjà des joueurs confirmés et d'autres qui étaient moins confirmés. Et là, je sens le traquenard, en fait. Je me dis, petit à petit, mes amis sont partis, on les a éliminés. Ils ne sont pas partis, on les a éliminés pour qu'il y ait plus de puissance à pouvoir gérer cette situation. Parce qu'à nous, ils n'arrivaient pas à nous gérer. Ils n'arrivaient pas parce qu'on avait du répondant, parce qu'on avait une grosse personnalité, parce qu'on était soudés, parce qu'on était amis et on savait où on allait. Et on l'a su puisque nous sommes remontés en première division et nous avons sauvé aussi le club. Donc là, je me dis, la saison débute mal. On va quand même préciser, parce qu'on ne l'a pas encore fait, que malgré ce recrutement de joueurs de première division et de stars, l'OM flirte toute la saison avec la zone de relégation et est tout près de redescendre en 2e division. À partir du mois de mars 1985, donc l'OM est vraiment dans la difficulté. Tu commences cependant à rejouer un petit peu, faire des entrées. Tu marques même un but importantissime face à Tours au Vélodrome. Et très rapidement, il y a un petit problème du côté de ton contrat. Explique-nous un peu ce que tu demandais, pourquoi tu le demandais et ce qu'on t'a répondu. Je demandais beaucoup à l'époque. Non, en fait, j'avais déjà un petit... Roland est parti, Pierre Cahuzac qui était le nouveau entraîneur de cette équipe. Donc, je passe vite parce que bon, c'était un entraîneur où je n'ai pas appris beaucoup de choses. Très violent, je dirais que c'était plus un entraîneur qui nous faisait faire des randonnées plus que des entraînements. Et ça n'a pas bien fonctionné. Donc moi déjà, le premier entraînement, je t'explique du début, donc quand il arrive à la place de Roland, on faisait des séances de frappe au but. Donc je pars avec le ballon, je lui donne, il me le remise, je frappe. Marc Lévy, le gardien de but qui était un minot, qui repousse le ballon des coudes et le ballon vient se mettre dans le dos de
Pierre Cahuzac, donc notre entraîneur. Et là, je le récupère pour me lever des frappes qui arrivaient. Et il commence à me dire, mais tu es... c'est un petit peu vulgaire, mais bon, c'est là où j'ai été énormément choqué, même si je suis un garçon des quartiers de Marseille. Tu es tout le temps entre mes jambes, comme mes... Vous comprenez très bien. Et là, je le regarde, je dis, pardon? Je dis, vous me prenez pour qui? Et la guerre a commencé là, en fait. Donc, je me suis un peu attrapé avec lui, et à un moment donné, le club ne fonctionnait pas, les résultats n'étaient pas là, et j'en reviens à ce match où je rentre, je marque, le match d'après, il me remet remplaçant, je rentre, je remarque, le match d'après, il me remet remplaçant, et le comble des combles, c'est qu'on va jouer à la S Nancy-Lorraine, et là, je suis remplaçant, et quand je rentre, au bout de 20 minutes, il y a un joueur, Eric Bruno, qui prend le ballon dans le visage, il est KO sur le terrain. Donc sur le banc de touche, on demande le remplacement. Donc moi, je venais de rentrer depuis 20 minutes, et je me suis dit, il ne va pas me ressortir à moi quand même. Je viens de rentrer. Ça ne s'était jamais vu quasiment dans le football à part la blessure. Et il me dit, viens, viens. Je me retourne, je vois personne derrière moi, je dis, mais il me parle à moi là. Il vient de me faire entrer, il va me faire ressortir. Et mon camarade était KO au sol. Et en fait, il me fait ressortir. Et là, la guerre a commencé en fait. La vraie guerre a commencé. Il faut aussi préciser que Jean Carieux est à ce moment-là sur le banc et que tu le suspectes un petit peu de faire certains choix. Je le suspecte, je le dénonce plutôt. Il y a un incident au sortir de ce match, oui. Donc tu vas publiquement parler à la presse et... En fait, quand je sors, ce qui est rarissime, Roland peut-être pourra le confirmer, à l'époque, il n'y avait pas de président sur les bancs de touche. On ne connaissait pas ça. C'est bien ça, Roland? Donc il y avait l'entraîneur, qui était Pierre Cahuzac, le président et les deux remplaçants, parce qu'à l'époque, nous étions que deux remplaçants. Et donc, je sors très énervé, puisque j'avais joué 20 minutes, et je m'approche du banc de touche, et je fais comme ça à Cahuzac, je dis, ça va mal se passer. Et vous, président, vous allez en prendre plein la gueule, je vais monter à la tribune de presse, je vais vous couper en rondelles. Il me dit, mais qu'est-ce que tu dis? Je vous dis, vous allez voir. Et ça commence, je me rappelle à S Nancy-Lorraine, il y avait une grande tour de presse, et là je monte, il y a Pape Diouf, notre cher et tendre Pape Diouf, malheureusement qu'il n'est plus avec nous, et je lui dis, voilà, il se passe ça, parce qu'ils avaient tous compris que ça s'était très très mal passé. Et donc je déclare la situation, j'explique ce qui se passe sur le banc de touche, et je dis, un président n'a rien à foutre sur le banc de touche et donner des consignes. Et là, mais sur le lendemain, la presse qui déballe tout, et là, la guerre. La guerre qui commence, et Jean-Charles de Bonneau est la cible de Jean Carieux, le président, et bien sûr de Cahuzac. Donc là, c'est le bec à bec, et il se passe que voilà, je rentre en conflit avec eux. Et malgré ça, il y a un élan populaire autour de toi, et lors du match contre Metz, le public va même chanter ton nom et demander ton entrée, et tu vas entrer et tu vas même marquer, il me semble. Oui, c'est assez rigolo. Alors, Cahuzac est à l'extrémité, et moi je suis de l'autre côté, parce que je ne pouvais pas le sentir en fait. Donc c'était très clair, il le savait. Et il s'approche de moi et puis il me dit, oh Gary, qu'est-ce qu'ils ont à scander ton nom là dans la tribune? Et pas très calme comme je suis habituellement. Je le regarde, je dis, mais je leur ai donné 10 francs à tous pour qu'ils scannent mon nom pour que je puisse rentrer. Et là, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu dis? Et je lui dis, je dis ce que je veux. Et puis là, je rentre et je marque. Donc là, alors pour lui, ça a été la catastrophe. Il était obligé de me faire entrer parce que les gens demandaient que je puisse rentrer puisque j'avais fait des belles performances auparavant. Ils ne comprenaient pas pourquoi, à cette période, j'étais remplaçant ou que je ne jouais pas. Et là, alors, ça a été quand je suis rentré au vestiaire, au lieu de me féliciter, il m'a plutôt aussi bec avec une nouvelle fois. Et donc, tu étais en fin de contrat à ce moment-là et tu ne vas pas prolonger ton contrat finalement parce qu'on ne va pas te proposer ce que tu savais que tu méritais, même la moitié de ce que les autres titulaires avaient. Tu sais, Christian en a parlé, on a toujours joué pour et je le dis dans le documentaire des Minots, on a toujours joué pour les couleurs de l'Olympique de Marseille et pour la ville de Marseille. Et pour nos quartiers, parce qu'on est tous des quartiers, on n'a jamais parlé une seule fois d'argent. La seule fois où on a parlé d'argent, on a perdu. Donc, au moins, c'était pour une prime face au PSG, on perd en Coupe de France. Donc, on vous propose 3 années
supplémentaires pour signer à l'Olympique de Marseille. Le plus heureux du monde. Petit Marseillais qui vient des quartiers, qui porte le maillot de l'OM. On me propose 3 ans de plus. Je lui dis OK, pas de souci. Et il me dit mais je te donne, à l'époque c'était en francs, 2000 francs de plus, ce qui représente 300 €. Je lui dis mais président, je veux bien. Je veux bien porter une nouvelle fois les couleurs de Marseille, faire tout ce qu'on a pu faire auparavant. On a sauvé le club, on n'a jamais demandé d'argent, on est allé au feu, on nous a remis sur le devant de la scène. Mais quand même, à l'époque, j'ai rien à cacher. Je touchais à peu près 20 000 francs, ce qui représente à peu près autour de 3 000 €. Et je lui ai dit, écoutez président, avec le passé qu'on vient de faire, si vous me doublez le salaire, je reste, mais alors je signe avec les pieds, quoi. Et je lui dis, et je sais, parce que dans un vestiaire, tous les bruits courent, on sait que les nouvelles recrues ont tant de salaire, et ça. Mais je lui dis, moi ça ne m'intéresse pas. Mais je connais les salaires des autres. Il me dit, mais tu te prends pour qui? Je le regarde, je me prends pour personne. En sachant que ce que tu demandais, c'était à peu près la moitié du salaire d'une recrue moyenne. Voilà. Et la pas recrue moyenne. Et pas Cunningham ou Lali. Voilà. Et en sachant ce qu'on avait pu faire auparavant. Je veux dire, au moins d'être remercié aussi de ce que nous, on a pu faire et ne jamais rien demander. Et à un moment donné, il faut que tu sois aussi récompensé de ce que tu as produit pendant 3 ans par rapport à ce qui allait se passer l'année à venir. Et en sachant que je venais aussi, tu le diras peut-être parce que je sais que tu es au courant, que les buts que je marque permettent à l'Olympique de Marseille une nouvelle fois de ne pas descendre en 2e division, de se sauver et de rester en 1re division. Et là, il me dit, mais tu es un petit con, d'où tu viens, mais pour qui tu te prends? Et là, je lui dis, mais président, comment je vous demande pas grand-chose. En fait, vous deviez déjà être heureux de pouvoir jouer à l'OM. Voilà, mais en fait, pour eux, c'était, tu portes le maillot de l'OM et tu la fermes. Mais comme a dit Roland, petit à petit, ils ont éliminé la force que nous avions, l'effectif, et là, ils pensaient une nouvelle fois me manipuler. Et ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est parti. Alors, la guerre de la guerre. Même quand les clubs téléphonaient, je passais pour un petit voyou, pour un joueur de quartier. Et voilà. Et ma carrière, bon, heureusement que j'ai eu la chance de signer dans un grand club qui était les Girondins de Bordeaux et d'être champion de France et gagner la Coupe de France. Et pour terminer un petit peu, on a déjà parlé de cette théorie que tu as comme d'une chaîne. C'est-à-dire qu'on vous a enlevé des maillons parce que certaines personnes vont dire oui, mais les autres minots, ils n'ont pas fait une grande carrière après. Mais en fait, toi, tu dis, nous, on avait une force parce que chacun d'entre nous était les maillons d'une chaîne. Oui, absolument. Je pense qu'il ne pouvait rien nous arriver. Roland avait une totale confiance en nous. Au début, il a joué avec nous, il a tout compris. Il a dit, moi, j'ai plus besoin de jouer avec eux. Moi, je vais les coacher, je suis là, j'ai simplement à les guider. Et après, eux, ils savent ce qu'ils doivent faire. On avait une force terrible. Mais c'est difficile à dire parce que, à l'expliquer, je pense qu'on faisait un seul homme sur le terrain. Et rien. Vous avez vu les images quand il y a eu des petites échauffourées, que personne ne s'écartait et puis on jouait contre des hommes à l'époque. Nous avions tous 20 ans, 21 ans. Les autres avaient 28, 30, 32. Et on rentrait dans le lard. Et ça, petit à petit, en levant des maillons, ça nous a levé notre force. Même si on se battait et qu'on allait au bout de nos limites, on n'a pas pu résister. Après, une fois qu'il est resté 3 ou 4 joueurs de l'équipe des minots, l'année où on est remonté, ou 5 joueurs, et l'année de la 1re division, là, c'était beaucoup plus facile de dire, ben, tu sais quoi, si tu n'es pas content, tu prends la porte et tu t'en vas. Donc, voilà, ça a été le cas. Et ça a facilité la tâche aux dirigeants pour qu'on puisse partir et après retomber dans des travers. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci. Preuve que nos minots n'étaient pas de si mauvais joueurs, Jean-Charles et Marc Pascal, l'avant-centre de l'équipe des minots, signeront la saison suivante donc aux Girondins de Bordeaux, le plus grand club français de l'époque. Mais un rêve est passé, celui de voir la formation marseillaise tempérer un peu la folie dépensière inhérente au club. La saison 1985-1986 sera celle de la fin définitive du rêve des minots. Et le début d'un autre rêve, peut-être un peu plus commun, mais tellement hors norme
les années tapis, de 1986 à 1994. Alors ok, il y aura toujours 1 ou 2 joueurs de l'équipe des Minots dans l'OM de tapis, et même certains talents continueront d'émerger du centre de formation, comme Galtier ou Mérieux, mais ça ne va pas durer. Bernard Tapie va être ce président omnipotent, tant désiré par tout le monde, qui va injecter de très grosses sommes d'argent, au moins pour l'époque, et rien ne va changer. L'influence politique, elle n'est jamais très loin. Au printemps 1986, par exemple, alors que quelques difficultés apparaissent, notamment administratives, pour l'arrivée de Bernard Tapie, devinez quoi? Defer gèle encore sa subvention, mettant Jean Carieux dans une situation très compliquée pour payer les salaires. Ou on accélère l'arrivée de Tapie, ou pas de subvention. Une véritable campagne de dénigrement va même suivre dans les journaux à l'encontre de Jean Carieux, désigné coupable de ces atermoiements. Bon, la passation de pouvoir va bien avoir lieu, Tapie va bien arriver, mais cette campagne de dénigrement, elle va laisser des traces chez Jean Carieux. Elle est souvent avancée comme cause principale de son suicide en février 1987 au Cap Canaille à Cassis. Carieux suicidé, Carlini ruiné, Bernard Tapie finira même en prison. Pas facile d'être président de l'OM. Et nos Minots, leur trace va s'effacer petit à petit derrière la lumière aveuglante des années Tapie. Les coupes, les championnats, les coupes d'Europe, les stars, même les ballons d'or. Le cocktail impossible de l'Olympique de Marseille, mêlant influence politique, glamour sur le terrain, instabilité sur le banc et passion dévorante tout autour, Bernard Tapie va le faire fonctionner. Un temps au moins, avant la prison, la relégation, les polémiques. Mais il l'a fait fonctionner. Il n'a plus jamais refonctionné depuis ce fameux cocktail. Mais on tente toujours d'appliquer la recette. Comme en 2016, lorsque le club est vendu, c'est à la mairie que sont officialisées les noces. Alors que le nouveau président délégué général annonce lancer un grand OM Champions Project qui doit gagner le titre plus souvent qu'il ne le perdra. Toujours la même histoire. Toujours la même histoire. Michel Floss, milieu de terrain dans cette équipe des Minots, nous avait expliqué au moment des Minots, on avait une chance de changer définitivement l'ADN de l'OM. Alors, en étant réaliste 2 minutes, le projet des Minots n'est pas complètement viable sur le long terme. Au moins ici, dans ce club, dans cette ville, ne mettre que des jeunes joueurs dans un contexte aussi brûlant serait suicidaire. Certains aspects pourtant, comme la cohésion de l'équipe, l'identification des tribunes à ces joueurs, ou même tout simplement l'aspect très économique de cette politique, auraient dû être des pierres fondatrices de l'OM. Ça n'a malheureusement pas été le cas. Il n'y a jamais eu de successeur à l'équipe des Minots à Marseille. L'OM n'a jamais rien construit sur sa formation. Raison de plus d'entretenir le souvenir de cette équipe définitivement unique. C'était l'OM, le miracle des Minots, une enquête de Mourad Hartz. Pour une information racontée par celles et ceux qui la vivent, Média Vivant vous propose une nouvelle enquête chaque mois. Rendez-vous le 14 juin pour Piège homophobe, les ressorts de la haine. Ce podcast vous a plu? N'hésitez pas à parler de notre projet autour de vous et à nous attribuer des étoiles. Et n'oubliez pas, l'actualité se raconte aussi dans notre newsletter. L'inscription est gratuite depuis notre site mediavivant.fr. Le projet ne grandira pas sans vous, alors merci et à bientôt.